BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes toujours dans le 18-19, après les rafales, la guerre, le SCAF. On va parler de production audiovisuelle, puisque mon invité, c'est le patron du leader mondial de la production audiovisuelle, c'est François Riahi, qui est le directeur général de Banijay. Bonsoir François Riahi, merci d'être là. Bonsoir Edwige. Beaucoup de questions à vous poser, parce que vous avez annoncé hier soir une très grosse opération, notamment le rapprochement avec le britannique All3 Media, qui est aussi dans la production évidemment audiovisuel, mais qui est lui anglo-saxon parce qu'il est très présent en Grande-Bretagne, mais aussi très présent aux États-Unis. Pourquoi cette opération? Qu'est-ce qu'elle vous apporte en fait? Parce que là, c'est une très grosse opération. Au total, on dit quoi? C'est 7 milliards, c'est combien au total? Alors, il y a des chiffres un peu farfelus qui circulent. Non, farfelus. Puisque vous êtes là, autant nous les donner exactement. Non, bien sûr, Edwige, avec plaisir. Non, en fait, cette opération, on fait d'une pierre trois coups. D'abord, on a dit que le secteur des médias est en train de se consolider, que nous, on doit participer à cette consolidation et que la taille est un élément important. Et donc, déjà, avec cette opération, c'est le premier avantage, on se renforce. Et comme vous l'avez dit, on se renforce dans les pays dans lesquels on voulait se renforcer, c'est-à-dire les États-Unis et le Royaume-Uni, dans lesquels le contenu est en anglais et du coup a une capacité d'atteinte de beaucoup plus de personnes et donc a plus de valeur. Donc ça, c'est, je dirais, l'aspect industriel. On se renforce, on grandit et ça, c'est très important. Le deuxième élément, c'est qu'on ne va pas le faire tout seul. C'est un changement important, c'est qu'on s'associe avec un acteur anglo-saxon qui s'appelle RedBird IMI et qui est spécialisé dans le domaine du divertissement. Qui, par exemple, RedBird est un fonds qui a participé à l'acquisition de Warner par Paramount. Oui, absolument. Donc, c'est un fonds important dans le secteur. Et Jeff Zucker, qui est le patron de ce fonds, sera le président de notre activité de production. Alors, juste avant François Riahi, est-ce qu'on peut juste dire, vous, quelles sont les franchises que vous avez? Banijay, en deux mots, c'est quoi? Alors, si vous voulez, aujourd'hui, on est déjà le leader mondial de la production télé indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire indépendante? Ça veut dire qu'il y a certains producteurs qui produisent pour eux-mêmes, comme par exemple Disney, Warner, donc qui en fait ont des distributeurs eux-mêmes, qui ont des streamers et qui en fait produisent pour eux-mêmes. Sur toute la chaîne, quoi. Voilà, qui sont sur toute la chaîne. Nous, on produit pour tout le monde. On produit pour les télés locales, pour les télés nationales, pour les streamers et de plus en plus pour le digital. Et on a parmi les meilleurs IP du monde. Nous avons Masterchef, Koh-Lanta, qu'on voit à l'écran derrière vous. Avec des petites baisses d'audience. Non, ça marche toujours très bien. Ouais. On a, quand je dis Koh-Lanta, en fait, ça s'appelle Survivor dans la plupart des autres pays. On a Lego Masters, mais on a aussi Peaky Blinders, Black Mirror. On est le premier fournisseur mondial, non seulement des télés, mais aussi des streamers comme Netflix ou Amazon. Alors après, aujourd'hui, on est très très fort sur le contenu local. Donc par exemple, vous allez trouver beaucoup de séries que nous faisons qui sont locales, des séries espagnoles, des séries italiennes, des séries françaises, qu'on vend aussi d'ailleurs par exemple à Netflix et Amazon, qui ont des obligations d'acheter aussi du contenu local. Et puis on a déjà quand même une présence au Royaume-Uni. Je parlais de Peaky Blinders et de par exemple House of Guinness, qui est le plus gros succès sur Netflix cette année. Donc on a déjà une capacité, mais là, avec All3 Media, là, on change de dimension, notamment avec ce côté anglo-saxon. Tout à fait. All3 Media, eux, c'est quoi leur dans le côté, vous savez, nous, dans notre métier, il y a deux types de contenu. Il y a le contenu scripté, ce qu'on appelle, c'est les séries. Ouais. Alors, sur les séries, ils ont, par exemple, des séries très connues en Angleterre, comme Hollyoaks, par exemple. Ils sont aussi dans les films. Ils ont fait le film Hamnet, qui devrait avoir des Oscars cette année, on l'espère. Ils produisent le film des Beatles de Sam Mendes, par exemple, aussi l'année prochaine. Et sur le non scripté, ils ont inventé je dirais, le plus gros succès des 5-10 dernières années dans le domaine, qui sont Les Traîtres. Alors, c'est un très bon exemple, Les Traîtres, de synergie qu'on va faire avec eux, puisque nous, on produit dans 25 pays. Eux, ils produisent dans 6 pays. Et donc, Les Traîtres, ils les produisent dans 6 pays. Et pour les autres pays,
il les donne à un autre producteur pour faire de la production locale. Parfois, c'est nous d'ailleurs. Dans certains cas, c'est nous qui produisons les traites dans certains pays. Mais là, en fait, on va pouvoir utiliser l'ensemble de nos capacités de production mondiale pour produire les traites un peu partout, au fur et à mesure des accords qui vont se dénouer. Donc voilà, on va marier notre taille qui est déjà très importante avec des propriétés intellectuelles et du contenu anglo-saxon qui va venir renforcer encore notre dispositif. Oui, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que quand vous dites propriété intellectuelle, en fait, c'est la valeur, c'est la valeur de la série ou la valeur de l'émission. C'est ça on dit, ça s'appelle des marques. En fait, c'est des marques. C'est des marques. Voilà, c'est-à-dire que nous c'est détenons... important, c'est vous qui détenez. Voilà. Pour ça qu'on parle de propriété intellectuelle. C'est vous qui détenez en fait la marque. Et ce qui est très important avec cette question de propriété intellectuelle, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est d'utiliser ces propriétés intellectuelles en dehors de la télévision. Je vous donne un exemple très concret. On a développé l'activité live, c'est-à-dire des expériences immersives. Donc, par exemple, cette année, on va faire une expérience sur Black Mirror. Ouais. Donc, c'est de la réalité virtuelle. Donc, vous allez aller dans une salle, vous allez mettre un casque de réalité virtuelle et vous allez vous retrouver le héros d'un épisode de Black Mirror pendant 45 minutes. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vendre dans le monde entier aussi. Ouais. Et ça, c'est utiliser une propriété intellectuelle dans un autre domaine que la télévision. On le fait aussi d'ailleurs en synergie avec nos autres métiers, puisqu'on utilise aussi des formats des émissions de télé pour faire des jeux dans le cadre de nos jeux en ligne, par exemple au Portugal. D'accord. Alors cette opération-là, après on va voir pourquoi vous la faites, quelle est la logique. Est-ce que vous voulez faire un studio global? Est-ce que c'est la réponse justement au fait que tous les distributeurs eux-mêmes sont en train de se consolider? Donc c'est la consolidation de votre métier à laquelle nous sommes en train d'assister. Là, donc All3Media est apporté à une société. Vous apportez la partie entertainment de Banijay. Donc là, ça fait une société qui s'appelle Banijay. C'est 50-50, mais c'est vous qui avez la gouvernance. Donc quelque part, c'est vous qui avez le dernier mot. Et en même temps, donc le fonds d'investissement, RedBird, vous apporte 625 millions. Et puis vous faites verser des dividendes. Enfin, grosso modo, vous récupérez 800 millions de cash que vous allez pouvoir réinvestir aussi dans la production audiovisuelle. Alors, pas seulement, mais en tout cas, c'est le troisième coup dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que non seulement on grandit sur des choses qui nous intéressent, non seulement on a un associé puissant qui va nous accompagner dans la croissance future, mais en plus on récupère du cash pour nous permettre de continuer la consolidation et de continuer à investir. Et donc, je dirais que ça nous met dans une position encore plus forte pour pouvoir consolider l'industrie. Puisque avant cette opération, on pouvait se poser des questions sur notre capacité à consolider l'industrie parce qu'on avait pas mal de dettes sur notre activité de production. Donc, voilà, ça limitait un peu nos moyens de croître. Avec cette opération... C'est 2,8 milliards vos dettes de mémoire? Voilà, tout à fait. En faisant rentrer un nouveau partenaire et en récupérant du cash dans cette opération, en fait, on restaure totalement nos capacités d'investissement et de développement sur l'ensemble de nos métiers. Ça peut être évidemment dans la production audiovisuelle, mais ça peut être aussi, par exemple, dans les paris sportifs, comme on l'a fait il y a quelques mois avec Tipico. Ouais. Un point quand même, vous faites cette opération qui est importante quand même, parce que c'est un changement d'échelle en fait, et puis surtout c'est avoir des ambitions, notamment aux États-Unis, c'est clair. Vous faites ça à un moment, notamment on voit bien que la pub télé, elle est en train de fléchir, c'est difficile en ce début d'année, on le voit tous, on le voit même ici même à BFM. Donc est-ce que c'est pas un petit risque de faire ça dans un marché qui est en pleine mutation, parce qu'on voit bien que les réseaux sociaux sont en train de prendre le dessus, et en même temps dans un métier où la pub, les recettes sont fragiles? Alors, c'est évidemment une excellente question. En fait, ce qui compte pour nous, c'est est-ce que les gens ont envie de regarder nos vidéos? Si les gens ont envie de regarder nos vidéos, on a forcément un canal de monétisation et on doit pouvoir gagner de l'argent si ils ont envie de regarder nos vidéos. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, les chaînes de télé traditionnelles perdent de l'audience et donc perdent des revenus publicitaires. À côté de ça, on a des streamers qui ont nourri fortement la croissance de la demande ces dernières années. Et nous, on pense d'ailleurs que le deal entre Paramount et Warner va permettre aussi d'augmenter la demande, parce qu'en fait, elle crée plus de concurrence entre Netflix
et cette société. Donc, il peut y avoir un petit peu plus de besoin de se différencier et de demande de contenu. Donc, les streamers, ça continue à être une demande qui va croître et qu'on adresse. Et puis, vous l'avez dit, et c'est très important, une partie de la demande pour regarder des vidéos se déplace sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Ouais. Ça, c'est un peu notre nouvelle frontière. Et ce deal, il nous permet aussi d'être plus pertinent là-dessus. Parce que, autant sur le live, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est quelque chose que nous, on a développé, qu'All3Media n'avait pas développé, et on va pouvoir utiliser leurs IP pour le faire. Mais autant là, ils ont un outil qui est meilleur que ce qu'on a pour la distribution de contenu sur les réseaux sociaux et sur. C'est quoi, grosso modo, les télés historiques, les canaux historiques aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quoi à peu près maintenant pour les vidéos? Alors, je ne pourrais pas vous donner le chiffre précis, mais si vous voulez, aujourd'hui, YouTube est la première chaîne de télé aux États-Unis déjà. Ouais. Et elle est déjà. Et c'est une chaîne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens regardent YouTube sur leur télé. Ils ne regardent plus forcément seulement sur leur téléphone. Donc là, dans All3Media, ils ont un studio qui s'appelle Little Dot, qui a 11 milliards de vues par mois, et donc qui gère des chaînes sur YouTube et qui diffuse du contenu sur les réseaux sociaux. Et nous, on va apporter un catalogue de 230 000 heures de programme. Et donc, on va avoir, je dirais, des synergies aussi, là aussi très importantes pour avoir plus de poids sur les réseaux sociaux. Est-ce que là, l'idée, c'est aussi de créer un studio global? C'est-à-dire que d'avoir... c'est ça votre objectif avec ce rapprochement? Enfin, peut-être l'étape d'après? Oui, de toute façon, aujourd'hui, on est tout à fait global déjà. Hein. Je crois que si vous voulez un exemple, aujourd'hui, la France, c'est à peu près 10% de nos revenus sur la production audiovisuelle. Donc, on est gros dans de nombreux pays. Il est clair que les États-Unis, c'est le plus gros marché et c'est un pays dans lequel on est moins présent. Donc, All3Media va nous aider à y être. Et le partenariat avec Redbird va aussi nous aider à nous y développer. Là, en un mot, parce que j'ai deux questions encore importantes à vous poser, mais c'est très importante. Sur l'intelligence artificielle, vous investissez déjà beaucoup, vous allez beaucoup investir, parce que ça va vous permettre de monétiser, en fait, votre catalogue qui est tellement gigantesque qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire avec votre crayon, quoi. Exactement. Nous, on a... alors là, avec cette opération, on va passer à 260 000 heures de programme. Pour vous donner une idée, c'est plus de 25 ans de programme, jour et nuit. Donc, personne chez nous n'est capable de dire exactement ce qu'on a dans notre catalogue et quelles sont les parties qui ont le plus de valeur. Donc, on exploite une toute petite partie aujourd'hui de notre catalogue à cause de ça. Avec l'intelligence artificielle, demain, on va être capable de dire je veux avoir un clip de 2 minutes où on voit les meilleurs moments de Feu de camp, de Koh-Lanta dans le monde entier, et ce, en espagnol, parce que je veux le diffuser. Et ça prendra 0 temps et ça coûtera 0 €. Et ça sera une façon de monétiser notre catalogue. Nous, ce qu'on croit, c'est que au moment où l'intelligence artificielle se développe autant, il y a les choses qui ont de la valeur, ce sont les marques, les IP et le catalogue, puisque le coût de fabrication lui-même baisse. Vous avez été, vous avez passé un sale moment, si vous me permettez cette expression, lorsque vous avez été auditionné avec Stéphane Courby par la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel. Pas du tout. C'était quand même assez violent, notamment avec le député Charles Laloncle, sur la question de la rémunération de certains animateurs. Suivez mon regard. Est-ce que du coup ça vous a fait réfléchir sur le coût des talents? Est-ce que c'est devenu, notamment en France, et c'est devenu un sujet très politique? Est-ce qu'il n'y a pas des excès quand même? Est-ce qu'il n'y a pas des excès de certains animateurs? D'abord, on n'a pas passé un mauvais moment. On a été convoqué par la représentation nationale, et je veux dire, c'est tout à fait logique qu'on s'y rende et qu'on rende des comptes sur les questions qui nous ont posées. Maintenant, la rémunération des animateurs, c'est pas un sujet général. C'est un sujet, si vous voulez, dans une entreprise, la façon dont on rémunère telle ou telle personne. Ensuite, c'est facturé quand même, l'ensemble est facturé à l'audiovisuel public. C'est ça la question. Oui, d'accord, mais c'est pas des aides publiques. C'est-à-dire que si on vend pas le programme de Nagui, en l'occurrence, puisque c'est de lui qui s'agissait. C'est vous qui le citez. Non, mais il n'y a pas de problème. À France Télévisions, on peut le vendre à TF1 ou à M6. Il y a une question d'offre et de demande et de la valeur du programme. Et c'est à eux de refuser. Quand on a du talent, quand ça vaut plus cher, c'est normal. Le talent est rémunéré. Et si c'est trop cher, c'est à l'audiovisuel public ou aux chaînes de refuser. Mais c'est pas trop cher, puisque les programmes de Nagui sur l'audiovisuel public, ils rapportent de l'argent. Ben oui.
ils sont dans la partie Donc circuler, il n'y a rien à voir. Ils sont dans la partie dans laquelle c'est rémunéré par la publicité, donc dans laquelle le service public résonne comme une chaîne commerciale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, François Réailly. En tous les cas, on va suivre cette grosse opération quand même. Vraiment un changement de dimension important pour Banijay. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce 18-19.